Derrière chaque succès, il y a une histoire d'effort, de combat, de courage. Bienvenue dans les coulisses du succès. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Les coulisses du succès, votre rendez-vous avec les trajectoires d'exception, celles qui forgent les sociétés et inspirent la jeunesse. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir une femme remarquable, une femme de combat. Elle n'a pas fait le choix de la facilité, elle a choisi de se battre pour les plus vulnérables, de lever la voix là où régnait le silence et d'agir là où d'autres hésitent encore à parler. Madame Zainabou Bint Taleb Moussa, sage-femme de formation, militante de conviction est une figure incontournable de la lutte pour les droits des femmes et des enfants en Mauritanie. Fondatrice de l'association mauritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant, créatrice du centre El Wafa, membre du comité des Nations Unies pour les droits des enfants, elle a mené un combat acharné contre les violences basées sur les genres, contre les mutilations génitales féminines, pour la dignité et la justice. Madame Zainabou Taleb, bonsoir. Bonsoir. Alors avant tout, qui est Madame Zainabou Taleb? Merci beaucoup. C'est cette opportunité qui m'est offerte pour que je puisse parler de moi-même. Parfois, il est très difficile de parler de soi-même, mais quand la jeunesse le demande, donc nous, les aînés, on est obligés déjà de répondre donc, positivement et favorablement. Zainabou Bint Taleb Moussa, c'est une Mauritanienne, donc née en 1961 dans la Muqata'a de Taintan. Donc je suis d'une famille modeste, une famille pauvre, disons, donc voilà. Et à l'époque, c'était très difficile, donc à mon âge, quand même à un certain âge, dans l'époque, de donner une fille à l'école. Donc c'était pas du tout facile. Mais moi, quand même, j'ai eu la chance et l'ouverture d'un père que j'ai, donc, d'accepter que je sois à l'école et que j'étudie. Là, avec tout ce problème-là qui a régné donc, sur mes études, donc on ne doit pas donner une femme aux études, on donne un homme, on donne plutôt les hommes. Ça m'a remarqué, donc je suis, depuis que mon enfance, ça m'a remarqué considérablement. Pourquoi on dit qu'un homme, on peut le donner pour les études et on ne peut pas donner une fille aux études. Donc ça m'a réellement remarqué, donc, et ça m'a marqué en fait, et ça m'a donné le courage quand même de continuer mes études. À un certain moment, donc, j'ai continué jusqu'à le collège. Vous avez débuté où? Votre primaire? Oui, oui, j'ai fait l'école primaire donc, entre une commune, Hassi Abdallah, donc Taintan. Donc c'est là-bas où j'ai fait l'école primaire. Et là, le collège, l'entrée en 6e, je l'ai faite de Taintan et j'étais la première fille qui a réussi dans son concours donc, au niveau de Taintan, et pour la première fois. Une première. Une première. Donc c'était quand même extraordinaire, vous savez. Donc il y a une fille qui a pu apprendre d'une famille modeste, donc jusqu'à qu'elle a pu réussir. Donc et voilà, j'ai fait le collège à Ayoun, donc à Ayounville. J'ai fait 2 années du collège et de là-bas, mes parents sont venus à Nouakchott et j'ai été au lycée de jeunes filles de Nouakchott. Du lycée de jeunes filles de Nouakchott, après j'ai fait le collège de garçons. Et c'est au collège de garçons que j'ai commencé, j'ai eu le bac dans le collège de garçons.
Mais avant cette étape, j'ai quand même franchi une étape qui était un peu difficile et qui me marque toujours. Donc, mais j'ai essayé quand même qu'elle ne m'influence pas du tout dans le parcours que je cherchais, dans mon avenir, dans ce que je cherchais, parce que j'avais quand même des ambitions. Je me disais à un certain moment, je disais à ma maman, est-ce que... je lui posais assez de questions. Je lui dis, à chaque fois, une femme, tu es une femme, tu dois faire. Je lui dis, la femme, qu'est-ce qu'elle a de particulier? À chaque fois, vous dites une femme. Moi, je ne sais pas. Donc, moi, je vais faire, est-ce que ce que les hommes font, moi, je peux le faire en tant que femme? Donc là, j'ai eu, bon, en quelque sorte, un mariage précoce, il faut le dire. Donc, il a failli, bien sûr... influencer mes études, mais je n'ai pas accepté, parce que je me rappelle que j'ai une grossesse très précoce. Et si je venais au collège de garçons... Vous êtes mariée à l'âge de... Ah ben, je me suis mariée à l'âge de 14 ans, malheureusement. Donc, juste après donc, ça, c'est un parcours très difficile que je vais faire un passage, donc rapide. L'essentiel que j'ai fait certaines années, et c'est la grossesse, je l'ai eue à l'âge de 17 ans. Donc, et là, j'ai commencé à ne pas accepter que ça influence mes études jusqu'à que j'ai eu le baccalauréat. Bon, lorsque j'ai eu le bac, c'était très difficile pour moi de continuer jusqu'à l'université. C'était très difficile parce que j'ai eu déjà les responsabilités et tout. Donc, oui, donc je me suis dit quand même, je ne vais pas m'asseoir. Parce qu'à l'époque, c'est sûr que les responsabilités, les poids sociaux, familial, les beaux-parents, les parents, tout ça, donc, pouvaient influencer quand même totalement ton engagement. Mais ça, je n'ai pas du tout accepté. J'ai continué. Je me rappelle, j'ai une histoire extraordinaire. Donc, je me suis dit que je fais la santé. Juste après l'obtention du bac. Oui. J'ai essayé de chercher quand même une opportunité de travail qui me permet déjà d'avoir un emploi. Et là, j'ai fait le concours de la sage-femme, de l'infirmière d'État. Et j'ai réussi et j'ai commencé mes études. Et là, après 3 mois, à l'école de santé, il te faut ce qu'on appelle le proba. Donc, il faut un examen. Donc, c'est à partir de cet examen-là que tu pourras réussir ou que tu seras quand même seras exclu. Oui. Là, à l'époque, j'étais en état de grossesse très avancé. Donc, voilà. Et juste le jour du proba, c'était le jour du baptême. C'était le jour même du baptême. Donc, ma maman me disait, non, tu ne pourras pas le faire. Je lui ai dit, si, je vais le faire. Elle me dit, non, tu ne peux pas t'asseoir. J'ai dit, si, je peux bien m'asseoir. Et surtout, donc, je suis une première, je viens de... Bon, voilà, ça n'était pas du tout facile. J'ai décidé à ce que je fasse seulement le concours. Donc, le jour même du baptême, c'est le jour du proba. Donc, je suis partie, je m'assoyais sur les côtés, voilà, et j'ai fait avec souffrance. Avec souffrance totale. Pour une nouvelle maman. Mais acceptation totale. Et bon, j'étais accompagnée par ma maman avec mon enfant, donc c'était une fille, maintenant elle est devenue une grande. Donc, et là je sortais, donc si je trouvais un temps, je sortais, je l'allaitais, je revenais, et j'ai fait quand même mon examen et j'ai réussi. Pour dire qu'un enfant n'est pas un frein de développement. Oui, non, c'est le courage. Il faut avoir le courage. Moi, je pense qu'il y a des éléments importants. Le courage et la détermination. Il faut être déterminé, courageux et avoir déjà des ambitions. Qu'est-ce que je veux? C'est quoi mon intérêt? Oui, c'est ton projet. Il faut bien tracer ton projet. Dans la vie, si tu n'as pas de projet, tu te fatigues. Il faut bien tracer ton projet à ta naissance. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux la bonne route? Parce qu'on n'a que 2 routes, une bonne route, une mauvaise route. Est-ce que je prendrai la bonne route? Est-ce que je prendrai la mauvaise route? Donc, bien sûr, je choisirai la bonne route. Comment la prendre? Une question de choix. Quel est le premier temps? Il faut bien choisir et bien mettre ton projet en place. Et ça te permet, selon tes ambitions, selon ton courage, donc ça te permettra de réussir, de se développer et quand même de réussir. Après votre proba? Oui, après le proba, j'ai fait l'école de santé, donc j'ai fini, je suis sortie. Et on m'a affectée
à Nouadhibou, c'était à Nouadhibou, dans la maternité. Et arrivé à la maternité, c'était autre chose. Un autre monde. Un autre monde. J'ai vécu déjà la grossesse. J'ai vécu la souffrance. J'ai vécu un enfant avec un enfant. Donc, le rôle important encore de la maman, elle joue un rôle crucial, je vous assure. Donc, je me disais, celle qui n'a pas de maman, celle qui a été mariée très jeune, celle qui elle a tous les problèmes et les poids sociaux qui ne lui ont pas permis de continuer, qu'est-ce qu'elle fera? Mais pourquoi avoir choisi, excusez-moi, pourquoi avoir choisi le métier de sage-femme? Donc, mais je pense que c'était en fait, c'était chercher l'opportunité et c'était avoir quand même, savoir déjà quels sont les problèmes des femmes, la souffrance des femmes, comment aider une femme qui souffre. Donc, comment aider surtout une femme qui souffre, donc il y a une grossesse précoce. Donc, c'était ça, parce que moi-même, j'ai C'était votre vécu. Oui. Et là, encore, je ne peux pas vous dire que c'est pas seulement. C'est pas seulement. J'ai eu, donc moi, après, j'ai essayé de lutter contre les violences, parce que j'ai vécu quand même un vécu difficile d'une amie à moi, qui a encore vécu une souffrance, d'une violence. Donc, par un parent, un proche, qu'elle s'est mariée, là, il y a un enfant. Et elle me racontait, elle me dit, cet enfant-là, si je le vois, parfois, j'ai envie de le tuer, parce que je pense qu'il ne fait pas partie de moi. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles, donc, moi, j'ai vécu. Oui, ça m'a beaucoup encouragée dans ce métier. Et là, bon, j'étais ambitieuse. Il faut le dire. Donc, j'étais ambitieuse, très ambitieuse. Dès le jeune âge. Donc, à chaque fois, je me disais, est-ce qu'au niveau du ministère de la Santé, nous, on ne va pas, à chaque fois, s'il y a une femme qui est en état de grossesse, au moment de l'accouchement, les messieurs, on va avoir une mesure pour ce monsieur-là. Est-ce qu'on ne va pas me mettre dans une chambre et l'enfermer là-bas? Est-ce qu'on ne va pas quand même pour lui faire subir ce que subit la femme? Comme ça, il subira ce que la femme donc, le minimum. Subit. Donc, voilà, le minimum de souffrance, quand même, il va la subir. Donc là, j'ai cherché quand même une certaine mesure donc, pour ces souffrances. Et là, avec ça, je n'ai pas fait beaucoup de temps donc, dans la pratique quotidienne. J'ai demandé à intégrer le ministère de la Santé. Et après 9 ans, je pense 9 ans, oui, 9 ans du terrain. Donc, j'ai été au ministère de la Santé. Et là, au ministère de la Santé, je suis arrivée. Bon, je me mettais dans les bureaux, mais ce n'était pas ma conviction des bureaux. Je ne voyais pas ce que je cherchais réellement, ce que je cherchais. Et là, il y a eu j'ai pu connaître un peu le service de l'éducation pour la santé. C'est un service de communication, c'est un service donc. Et là, j'ai demandé à ce que j'intègre ce service-là. De communication. Oui, de communication. Au ministère de la Santé. Au ministère de la Santé. Et là, on m'a affecté pour ce programme. C'était, est-ce que j'ai la bonne mémoire? C'était en 1993. En 1993. Donc voilà. J'ai été dans le service et je me rappelle le chef de service qui était là-bas. C'est un professeur maintenant qui me dit, on a des services. Nous avons les émissions radio en santé publique et nous avons les outils de communication. Et là, tu vas essayer, nous avons les recherches et tu vas essayer d'intégrer l'un de ces services. J'ai dit, je cherche les émissions radio en santé publique. Bon, il me dit, bon, bravo. Bon, il m'a amené jusqu'à la radio. Et arrivé à la radio, c'était la radio rurale. Et il y avait des émissions en santé publique. Et que ces émissions-là, c'était en langue nationale, et nous, on était 4. Donc, moi, je faisais Hassania, il y a une autre qui est le feu Vatimetum Tidoumou, qui est décédé, qui le faisait avec moi, Hassania. Et on avait le Poulard, le Soninke, le Wolof. Donc, on était quand même 4 sages-femmes qui avaient... Et là, si on est ensemble, moi, j'essaie toujours de leur dire, nous devons être quand même
nous devons être la voix des gens sans voix. Nous devons poser les vrais problèmes dont souffre la femme. Donc nous devons, à chaque fois on s'assoit, on dit que nous, on peut le faire parce que notre voix est écoutée. On a des émissions radio avec nous, donc et les gens nous écoutent partout sur le territoire national. Donc là. Et là, ensemble, on a essayé d'agir parce qu'on a trouvé 2 journalistes qui sont là toujours, je pense qu'elles sont toujours là, elles sont en travail, qui sont bien, et qui nous écoutaient, ils nous disaient, oui, bon, il y a des tabous qui sont parfois difficiles, mais on va essayer ensemble de faire ces émissions-là, de les faire sortir. Et là, on a commencé premièrement par la grande problématique, c'est la mutilation génitale féminine. C'est la vraie souffrance de la femme. Et c'est la vraie souffrance d'une fille qu'aucun homme n'est au courant. Parce que d'habitude, ce sont les femmes qui le font subir à des filles. Qui le font subir à des filles. Ce sont des mamans qui les pratiquent. En silence. En silence. Le père n'est pas au courant. Ni l'oncle, ni personne. Et c'est la souffrance totale. Et c'est une souffrance qu'on a essayé d'incarner à la fille pour lui dire que c'est une valeur. Que si tu ne la fais pas, tu n'es pas une bonne fille. Tu n'es pas purifiée et tu n'es pas une vraie musulmane. Donc là, ces mentalités-là ont fait que cette pratique, c'est une pratique, on a dit, voilà, on va l'aborder. On va aborder cette pratique-là. Après, à l'époque, on a eu quand même un certain problème de... Et vous l'avez abordé? Oui, on l'a abordé. Bon, ils m'ont dit, qui va parler le premier? Je dis, moi, je vais parler la première. Donc, moi, je vais l'évoquer la première. Donc, voilà, et à un certain moment, on a fait l'émission, mais la radio hésitait quand même de la faire sortir. Voilà, c'est une émission. Vous savez, les tabous, on a dit au directeur, faites-la sortir quand même. Comme ça, vous allez avoir les réponses des gens. Et en fonction de ça, vous allez voir comment est-ce que ça, on continue, on arrête. Donc, mais quand même, il faut l'aborder. Et finalement, il a accepté, donc avec notre plaidoyer, notre doléance. Et on a fait sortir pour la première fois, moi j'ai parlé de la mutilation génitale féminine en Mauritanie. Et on a commencé, il y avait le ministère de la femme à l'époque, aujourd'hui il n'est plus de la femme. Il a commencé à voir donc cette pratique. Est-ce qu'elle est contraire à la charia ou pas contraire à la charia? Et je pense qu'ils ont fait une déclaration des personnels de santé, après une déclaration des oulémas en collaboration avec le ministère de la Santé. Bon, et ça a fait quand même un grand programme de l'État qui réellement, après, a commencé à donc tout le monde. C'est grâce à ça que l'État a commencé à faire des recherches. C'est grâce à ça que les gens qui ignoraient cette pratique ont connu la pratique. Totalement. Après, on a dit, bon, on aborde quoi? Bon, on a dit, on a 2 thématiques. Et vous n'avez pas eu je sais pas, vous n'avez pas eu des gens qui vous disaient, mais pourquoi aborder ces sujets? Vous n'avez pas eu cette difficulté dans un pays mais bien musulman sûr, où tout est tabou? Mais bien sûr, mais dès que tu commences à parler, c'est des choses que les gens ne veulent pas. Ils vont dire que toi, tu es en train de faire quelque chose de mauvais, que tu es même en train de faire enseigner à la jeunesse ce qui ne doit pas donc être enseigné. Donc voilà, c'est ça. Mais je pense que si tu es convaincu, donc ce que les gens disent, tu essaies seulement de répondre de façon qui ne va pas blesser quand même la société, parce que quand même nous faisons partie d'une société conservatrice, donc il faut quand même prendre en compte sa conservation. Et là, c'est important. On a dit qu'il y a 2 autres thématiques qui sont difficiles. C'est le gavage et le mariage précoce. Bon, c'est 2. Bon, on a dit, bon, parlons premièrement du gavage. Ouais, du gavage. Bon, on a commencé le gavage, on a pris avec nous des médecins, donc des nutritionnistes, qui expliquaient c'est quoi la malnutrition. Être grosse, c'est mal nourri. C'est le bon message qu'on a mis. Être grosse, c'est mal nourri. C'est une malnutrition. Si tu te nourris bien, tu ne grossiras jamais. Donc là, on a commencé ce combat encore et c'était extraordinaire. À l'époque, moi, j'avais du poids encore. Bon, les gens disaient, celle-là, elle parle du gavage, elle-même, elle est grosse. Donc, pourquoi? Je leur dis,
Bon, pourquoi? Parce que moi-même, je sais que je souffrais quand même moi-même. C'est pourquoi je n'ai pas voulu que les autres souffrent. On souffre, continue à souffrir. Donc, c'est difficile. Et il y a encore le même programme, un grand programme de l'État qui a été initié pendant 8 ans ou 9 ans. Et ça a commencé à diminuer un peu, donc avec le sport des femmes. Donc on a même tapé la porte du sport des femmes. Il faut permettre aux femmes de faire le sport, que ce n'est pas mauvais, parce que c'est bon pour la santé. Donc voilà. Et là, après, on a tapé la porte du mariage précoce. Et là, notre message était un peu souple. On a dit que si tu es enfant, tu as besoin de l'affection. Tu as besoin de ton père, tu as besoin de ta mère. Tu as besoin d'une éducation. Pour que nos familles soient de bonnes familles, on n'a pas besoin de mettre un enfant dans une famille, parce qu'il ne peut jamais, un enfant, il ne peut jamais supporter quand même la lourdeur d'une famille et ne peut jamais éduquer des enfants. Un enfant ne peut pas éduquer un enfant. Donc on a commencé encore nous avons été, ça a été apprécié surtout par les imams, parce qu'à l'époque, je pense qu'il y avait eu l'association des imams. Et ils ont dit que c'est seulement une pratique, ça n'a rien à voir avec la charia islamique. Et il y a eu, je pense à l'époque, on a eu le ministère de la Santé qui nous a envoyés en Égypte pour assister à une grande conférence sur le mariage précoce, donc ses conséquences. Et surtout, on pensait que ces conséquences, c'est surtout quand il s'agit d'une grossesse, que s'il n'y a pas de grossesse, mais on a su avec les explications des médecins et tout, que ce n'est pas seulement les conséquences parce qu'il y a la grossesse, mais quand même il y a d'autres conséquences, c'est lesquelles nous. Donc, ainsi de suite. Donc, on a commencé quand même à chaque fois, si on fait aborder un sujet, on sait qu'il y a eu la réussite. On essaie d'aborder un autre. Donc, ça, c'est sans cesse, je vous assure que c'était un engagement. C'était réellement un engagement. À chaque fois, pardon, si tu prends un sujet, et tu penses que tu as fini, donc il ne faut pas baisser les bras. Il faut essayer quand même de chercher un autre sujet sur lequel on peut intervenir. Et vous étiez apprécié du public? Oui. Ouais. Il y avait les débats qui sortaient. Oui, parce qu'à chaque fois, si les gens comprennent déjà, ils se disent « Ah, ça c'est vrai ». Et surtout qu'on n'a pas fait un pas sans solliciter les religieux. Parce qu'on disait que la Mauritanie est un pays musulman. Quand ce n'est pas contraire à la charia, tout le monde l'accepte. Quand c'est contraire à la charia, nous-mêmes, nous ne l'acceptons pas. Vous êtes parti en concordance avec la religion? Bien sûr, avec la religion. Totalement. Pardon. Tu ne pourras en aucun cas être accepté dans une société tant que tu n'as pas respecté les valeurs de cette société. Tu peux être dans une société, tu peux dire du n'importe quoi, mais tu ne seras jamais apprécié. Et tu ne pourras jamais changer encore de mentalité quand tu ne restes d'une société, que soit la société, tant que tu n'as pas respecté ses valeurs. Et nous, nos valeurs, ce sont des valeurs musulmanes. Donc nous-mêmes, nous sommes des musulmans. Vous vous êtes combattus tout en respectant votre société, votre religion. La société, la religion. Et continuer quand ils acceptent notre message et reculer quand ils ne comprennent pas notre message. Parce que nous-mêmes, d'habitude, nous ne continuons dans une thématique tant qu'on n'a pas su que cette thématique répond quand même à la charia islamique et qu'elle n'est pas contre nos valeurs. Bien sûr, parce que c'est ça notre force. Quand même, on peut pas. Nous sommes des Mauritaniens, de toutes les façons. Nous sommes des militants. Il faut le dire, nous sommes des militants. Et notre militantisme, on continue à le faire. Mais quand il s'agit des Mauritaniens, on milite partant de nos valeurs. Quand un autre pays nous sollicite, donc là, on pourra encore sortir, on peut sortir dans ce pays et militer par rapport aux valeurs de ce pays.
Donc je pense que ça c'est encore un côté que nous avons, puisque nous avons une certaine envergure internationale, il faut le dire. Et nous sommes sortis du national jusqu'à l'international, parce qu'on a été sollicité sur le plan international. Donc là encore, il y a eu cette problématique de la SR. Donc j'ai créé l'association avec c'était les 4 sages-femmes à l'époque qui étaient avec nous. On a commencé à réfléchir à créer une organisation. On a créé cette organisation qu'on a appelée l'Association mauritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant. Et à l'époque, c'était notre objectif, c'est réduire la mortalité maternelle et néonatale. Et c'est lutter contre les pratiques néfastes à la santé de la fille et de la femme. Et là, lorsqu'on a commencé, il y a autre chose, un autre problème qui s'est élevé. Donc c'est le problème de ces violences envers les femmes, surtout particulièrement les violences sexuelles. Ce n'était pas facile de parler, c'était des tabous. Donc là, on a dit, bon, nous sommes les seuls à pouvoir aborder cette problématique. On va l'aborder. On a essayé de faire des recherches, de voir les pour et les aboutissants de cette question. Et là, on a essayé de mettre en place le centre Elouava, que vous venez de dire, pour documenter, pour savoir c'est quoi cette problématique. Et on a commencé à travailler là-dessus. Et je me rappelle que le premier objectif pour nous, c'était que la journée internationale pour l'élimination de la violence soit célébrée en Mauritanie. Moi, je me rappelle en 2005, c'était en 2000 qu'on a commencé. En 2005, on a célébré la journée internationale. Oui, pour une première. Donc, et on a amené la ministre, à l'époque, elle disait, dans le monde, il y a la violence, et nous, en Mauritanie, encore, nous avons la violence. J'ai toujours gardé ces souvenirs-là, donc, pour dire que, voilà, non, pas du tout. Pas du tout. Le militantisme, la réussite n'est pas facile. Si tu es engagé, il faut savoir que tu vas donner de ton temps, de tes biens, parfois de ta santé, jusqu'à que tu réussisses. Mais c'est pour le bien des autres. Bien sûr, pour le bien des autres. Ça, c'est un engagement. Et il est souvent personnel. Tu t'engages à aider les autres. C'est important. Parfois, il ne faut pas t'oublier. Mais parfois, tu es obligé de t'oublier parce que tu sais quand même que tu as une ambition et que tu es déjà en parcours et que tu as un engagement. Et il faut aller voir ta réussite pour cet engagement-là. Donc là, on a continué à lutter. Bon, bien sûr, on a commencé donc la lutte. On est parti sur le plan international. C'était à chaque fois, si nous avons besoin d'avoir une recommandation pour le pays, pour le gouvernement. Mais quand même, je sais qu'il y a une chose importante. C'est que nous avons milité avec un respect total de nos valeurs, avec un respect total et un amour à notre pays. On ne va jamais militer, parce que nous connaissons c'est quoi le militantisme, c'est quoi être un défenseur des droits humains. Comment défendre les droits humains? Ça, c'est loin et très loin même d'être contre ton pays. D'insulter son pays. Jamais d'insulter ton pays. De venir à l'encontre de ton pays. Parce que ça, c'est autre chose. Ce sont deux choses différentes. Donc, avant d'être militante, il faut aimer son pays. Il faut avoir des principes. Que tu as un pays, que tu aimes ton pays, que tu milites. Pour le bien de ton pays. Pour le bien de ton pays. Parce que c'est ton bien, toi, premièrement. Moi d'abord et les autres après. Mais quand même, il ne faut pas se taire, il faut être déterminé, il faut démontrer. Il faut montrer que ce que tu fais, que c'est exact, et que c'est vrai, que c'est pour le bien, et que tu vois de l'injustice. Tu veux attirer l'attention, et tu commences à plaider. C'est ce qu'on appelle le plaidoyer. Parce qu'en plaidoyer, si tu ne respectes pas une personne, tu ne peux jamais accepter son plaidoyer. Et les États sont souverains. Tout État, il est souverain. La souveraineté de l'État. Ça, c'est les intérêts de l'État. Ils savent que chaque pays est souverain. Si toi, de ce pays, tu veux changer
un sujet du mal au bien, donc on va appeler ça comme ça, il faut plaider. Plaider envers qui? Envers le pays, envers le gouvernement, envers les autorités, envers les gens qui peuvent t'aider, qui peuvent influencer et qui peuvent bloquer. Et là, si tu fais un message que tu sais qu'il est contraire à tes valeurs, aux valeurs de tout ce monde-là, tu ne peux jamais penser que tu pourras changer des mentalités ou plaider pour une cause jusqu'à réussir. Ça, c'est bien connu. Donc, celui qui ne le connaît pas, il passera tout son temps à parler, mais il ne changera jamais de mentalité. Jamais. Et nous, on a opté pour le changement des mentalités. Donc, le changement de mentalité. Aujourd'hui, je pense que nous, les Mauritaniens, il y a beaucoup de mentalités ici qui ne sont plus acceptées et que les gens ne vont plus traiter. Une femme aujourd'hui, on sait que la femme, surtout, elle a une place dans la société mauritanienne, ça, il faut le dire. Quand le mot femme, nous voyons dans les autres pays, quand le mot femme se dit, bon, des pays comme la Mauritanie, des pays musulmans, des pays arabes, des pays africains, la femme, elle est toujours au 3e rang ou 2e rang. Mais chez nous, la femme, elle a une place dans la société. Mais c'est elle-même qui doit montrer à la société que cette place, quand même, l'appartient. Qu'elle pourra changer. Et qu'elle a des droits et qu'elle a des devoirs. Bien sûr. Et que les droits ne se donnent jamais par une fleur comme ça. Mais non, mais le droit, il s'arrache. C'est quoi arracher? C'est la détermination, c'est l'acceptation, c'est continuer à bien poser tes questions, tes intérêts, et à bien défendre tes intérêts, mais avec un message qui est accepté, qui peut être écouté. C'est ce qu'aujourd'hui, moi, j'ai dit à notre jeunesse. Et je le dis et je le dirai, qu'il ne faut jamais qu'ils acceptent que tout ce qu'ils ont comme force et le vouloir encore défendre les droits qui va les amener à être contre leur pays. Non. S'ils le font, ils ne changeront jamais de mentalité. Parce que personne ne viendra ailleurs dans notre pays pour venir dans ton pays pour changer les mentalités. Et ce qui est malheureux, c'est ce qu'on voit actuellement. Oui. Ça, c'est très... Non, ça, je ne le conseille pas pour la jeunesse. Je conseille pour la jeunesse qu'avant d'être un militant de droits humains, il faut comprendre c'est quoi. Qu'est-ce que tu cherches? Tu es contre l'injustice. Accepte. Il ne faut jamais accepter une injustice. Il faut ta détermination. Mais vers qui? Si même on dit, moi je suis des Nations Unies, si on parle aux Nations Unies, on leur dit on a une injustice en Mauritanie, ils ne viendront jamais changer cette injustice. Si nous partons voir les Américains, nous leur disons voilà, on a de l'injustice chez nous, ils ne viendront jamais changer cette injustice. Mais quand nous nous déclarons, nous disons à notre pays, réveillez-vous, regardez, il y a de l'injustice. Nous n'acceptons pas. Nous sortons. Que vous battiez vous d'abord. Nous dénonçons. Donc là, je pense que c'est là qui peut, c'est là que peut changer quand même dans le sens positif. Et là, c'est important. Et le jour où quelqu'un de notre jeunesse vient te voir pour te dire ton pays, il faut lui lever le doigt. Parce que ton pays, c'est toi. Alors, Madame Zainab Taleb Moussa, à quel moment de votre parcours d'exception, machallah, tabarakallah, vous vous êtes dit, alors là, moi, j'arrête, je suis fatiguée. On est humain. Il y a eu un moment où, à la moindre reprise, on est fatigué. On dit, alors là, moi, j'en peux plus, j'arrête. Parce qu'il faut faire savoir à la jeunesse que derrière chaque parcours, il y a eu un moment où il y a eu un délaissage. Donc, à quel moment de votre parcours vous vous êtes dit, là, j'arrête, ça n'en vaut pas la peine? Très bien. Et comment vous avez continué? Très bien. Moi, je pense que moi, j'ai une détermination. Et tant que je me porte bien, et tant que bien sûr, je ne suis pas morte, j'ai la santé, je continuerai quand même à encourager, à conseiller et à militer tant que je peux le faire. Mais le moment
où réellement je peux m'arrêter, c'est là où je vois une jeunesse déterminée. Je vois une jeunesse qui est prête quand même à continuer et à aider les autres, à ne pas accepter la souffrance, à faire ressortir la souffrance et faire un plaidoyer pour que cette souffrance, qu'il y ait la prévention de ces souffrances. Le jour que je vois cette jeunesse déterminée, donc avec un intérêt pour leur pays, je pense que ce jour-là, je peux me reposer. Donc, ce qui restera, c'est si on me demande un conseil, je le donnerai. Et je me rappelle qu'une fois, j'étais aux États-Unis d'Amérique, j'étais là dans un programme visiteur international. C'était l'époque de Hillary Clinton. Moi, j'ai été son hôte, parce qu'elle m'a invité, j'ai été la voir. Et là, ils m'ont emmené chez une vieille dame de 103 ans. Nous sommes venus dans le domicile, et son domicile, c'était une femme noire, américaine noire, et une militante qui a fait un grand parcours. Et on a été la voir dans son domicile. On dit on veut venir la voir dans son domicile. Lorsqu'on est venu, ces filles donc, étaient même plus âgées que nous. Et ils l'ont fait sortir sur un pouce-pouce, ils l'ont mise devant nous. Et nous toutes, on s'est dirigé vers elle, parce que c'était une femme. Et lorsqu'elle a commencé à parler, cette vieille, nous-mêmes toutes, on a pleuré. Parce qu'on a dit que celle-là, elle a vécu quand même un grand parcours, mais finalement, elle a réussi. Et elle nous a dit, j'ai réussi. Parce que c'est pour la première fois, ma première maison, c'est la première maison des Noirs qui a été mise sur cette route-là que vous voyez. Aux États-Unis, aucun Noir ne pouvait construire sur ce chemin-là. Donc, et là, on était... Ça, c'est un militantisme et une vieille dame. Et aujourd'hui, je ne vous donne qu'un conseil. Je ne vous donne qu'un conseil. Il faut quand même que vous soyez aimés par vos populations, par vos dirigeants. Parce que c'est là où vous pouvez changer. Si vous n'avez ni le soutien de la population, ni vous n'êtes pas aimé par vos dirigeants, vous ne pouvez jamais changer une question. Donc une injustice. Et je pense que ça, c'est un élément. C'est vrai que moi, si je fais beaucoup de messages, et que ces messages-là ne sont pas bien acceptés par la population, je ne changerai jamais de mentalité. Alors, votre intégration aux Nations Unies, comment ça s'est passé? Oui, donc je pense que ça c'est... je n'avais pas demandé, en fait, il faut le dire. Même si j'aime beaucoup être aux Nations Unies. Mais je pense que c'était une certaine reconnaissance, je pense, du gouvernement. Parce que j'étais assise, on m'a appelé. C'était le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire, en relation avec la société civile, qui a une relation avec la société civile, qui est l'ancrage en fait institutionnel de la société civile. Ils m'ont appelé pour me demander est-ce que je veux être membre du comité des Nations Unies pour les droits des enfants. Je leur ai dit oui. Ouais. Bon, ils ont envoyé ma candidature pour la première fois, c'était en 2022. Et bon, mais il n'y avait pas eu de campagne. Et encore, ils ont refait la même chose. Donc, c'était en 2024. Ils ont refait la même chose. Il y a eu une grande campagne. Et là, cette campagne a été bien sûr aidée par mon CV et par ma déclaration. Parce que je me rappelle, il y a des pays qui sont venus à chaque fois donc, dans l'entretien qui disaient que on a écouté ta déclaration sur le site. Bon, cette déclaration a été appréciée. Et en plus de cela, il y a eu un grand travail de la diplomatie mauritanienne. Et ça, c'est pour la première fois, moi, je vois un autre cas de figure. C'est la diplomatie que je ne connaissais pas. J'ai vu que les Mauritaniens, ces diplomates mauritaniens ont joué un rôle extraordinaire de relations. Ce sont des relations propres.
parfois, ils sont propres. Et bien sûr, j'ai vu et j'étais contente que la Mauritanie, beaucoup de pays aimaient la Mauritanie. Parce qu'on est, il faut le savoir que c'est pour la première fois encore. On réussit les premiers. On est premiers dans ces élections. 140 pays, 170 pays, on a eu 140. 140. Donc, il y a des pays que parfois, je pense que c'est mon discours, moi, parfois, parce que je me rappelle de l'Ukraine, donc là, je n'ai pas parlé de la guerre, donc je me rappelle Je sais quand même que c'est très entouré par le gouvernement, parce que c'était une place, en fait, il faut le dire, c'est presque une place politique. Mais il y a quand même des messages que je n'ai pas bien fait passer dans certains pays. Et là, ils n'ont pas voté pour nous, mais quand même c'était une réussite. Et c'était pour la première fois que nous, dans la salle, on appelle la Mauritanie la première dans les élections du comité des droits des enfants. Et nous, quand même, on était très contents. Donc l'ambassadeur était content. Il y a même le président de la République qui a été content. Il y a le ministre le ministre plutôt des Affaires étrangères. Donc voilà. Et ça a été quand même un moment de joie de voir que ton pays il réussit et que toi tu es là et que cette réussite pour ton pays est venue par ton canal. Donc je pense que ça a été un moment quand même de Et ça c'est grâce à ce que vous venez de dire, que d'abord, avant d'être militante, il faut aimer son pays. Bien sûr. Parce qu'à ce niveau-là, si vous n'aviez pas aimé votre pays, vous n'auriez pas le soutien de votre pays. Bien sûr, bien sûr. Donc, ce qui vous a permis. Ça, il faut le savoir. Bon, ça, c'est normal dans les relations humaines. Surtout les pays, c'est autre chose. Ton pays, c'est ta vie. C'est la vie de tes enfants. Donc, un autre pays, il peut t'utiliser. Mais c'est une utilisation. Il sera toujours étranger. Voilà, ça sera toujours en étranger. Il peut t'accepter, il peut t'abriter, mais tu seras toujours en étranger. Et je pense qu'il faut bien aimer ton pays. Jamais accepter une injustice, mais ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ton pays. Je peux être contre un dirigeant, un gouvernement, mais je ne peux jamais être contre mon pays. Ce n'est pas possible. Ça, c'est le message que moi je donne à toute la jeunesse mauritanienne que j'aime beaucoup. Toute la jeunesse et qui me connaissent presque tous. Et je leur dis, aimez bien votre pays, n'acceptez jamais l'injustice. Donc il faut la justice, et la justice sociale est importante pour tout pays et pour le vivre de ce pays. Et ça, c'est important. On a besoin de ça dans notre pays. Et nous avons besoin que notre jeunesse incarne ses valeurs. Alors, vous pensez que la relève est assurée? Pas mal de jeunes sont engagés. Pas mal de jeunes sont engagés. Et quel conseil donnerez-vous à ces jeunes? Ce que je dis à ces jeunes, c'est la détermination. Soyez déterminés. Mais il faut apprendre. Il faut surtout apprendre. Ne milite jamais quand tu ne connais pas c'est quoi le militantisme. Ce n'est pas crier et dire du mal que c'est un militantisme. Non, c'est autre chose. C'est le savoir. Oui, c'est le savoir. Si tu as le savoir, tu milites. Et quand oui, pacifiquement, bien sûr. Et si tu milites pacifiquement, tu réussis. Tu réussis. Tu es écouté, tu peux changer. Et tout ce qui est important dans ta vie, que tu sais que tu as fait un changement. Donc, et ça te fait, bien sûr, une tranquillité psychologique et morale, parce que le temps file rapidement. Et je pense que ça, c'est important. Donc, je pense que ça, ce sont des conseils que je vais donner à notre jeunesse mauritanienne. Et je sais que nous avons quand même une grande jeunesse qui commence à bouger sur beaucoup de fronts. Mais elle doit encore savoir qu'elle doit se donner la main pour l'intérêt de leur pays. Ouais. S'ils ne sont pas solidaires, s'ils ne connaissent pas l'intérêt de leur pays, ils risqueront de tomber. Et ce militantisme va disparaître. Ils n'auront pas de résultats. Merci beaucoup, Mme Zainabou Mint Taleb. Et votre mot de la fin pour cette émission des coulisses du succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Premièrement, je vous remercie, vous,
Je sais que vous êtes trop écoutés par la jeunesse. Et je sais que c'est le bon conseil, c'est le progrès, la réussite pour notre jeunesse et pour notre pays. Et je me félicite quand même qu'aujourd'hui, les Mauritaniens, il y a beaucoup de jeunesse qui sont là et qui respectent toujours leurs aînés. Et ça, c'est quelque chose d'important. Alhamdulillah. Le succès, ce n'est pas une arrivée, c'est un chemin fait de courage, de foi et de persévérance. Ce soir, Madame Zainabou Bint Taleb Moussa nous l'a rappelé avec force. À vous qui nous regardez, n'abandonnez jamais vos rêves. À très bientôt dans les coulisses du succès. Excellente soirée à vous.